Dans l'intérieur de l'État de Rio de Janeiro, à environ 300 km de la capitale, dans la ville d'Itaperuna. Un crime brutal a attiré l'attention de tout le pays. Un adolescent de 14 ans a appelé sa grand-mère paternelle dimanche 22, disant que ses parents étaient partis et n'étaient pas revenus. Il a raconté que son frère cadet, âgé de seulement 13 ans, aurait avalé un morceau de verre tranchant dans la bouche. Alors, face à cette situation, les parents ont emmené l'enfant à l'hôpital en utilisant une voiture de service d'application. Mais selon le garçon, il n'était pas rentré à la maison depuis lors. La grand-mère, très inquiète, s'est rendue au domicile de cette famille. Sur place, elle a trouvé son petit-fils seul et, faute d'informations claires, a signalé la disparition de la famille à la police civile. Et c'est ainsi qu'un crime choquant a commencé à être découvert. Malgré tout ce temps à produire des affaires de criminels, tu sais, il y a encore des cas qui me font peur. Parce que l'esprit de certaines personnes, comme ça, tout d'un coup, la personne vit sa vie normalement, et puis soudain, comme si on appuyait sur un bouton, un interrupteur, elles entrent dans une sorte de réaction chimique, et cet esprit se dissout dans la méchanceté et une grande froideur, dans des plans lâches, dans des tentatives d'échapper aux conséquences. C'est un point important. Et c'est dans ce contexte que, samedi dernier, un adolescent a été au centre d'une affaire troublante dans l'État de Rio de Janeiro, qui a été découverte hier, le 25. Nous avons vérifié tout ce que nous savons à ce jour, et je vous le présente. Je suis Marcos Campos, soyez tous les bienvenus. Je vous demande, s'il vous plaît, de mettre un like, de laisser un commentaire, même si ce n'est qu'un emoji. Si possible, devenez membre de la chaîne, cela m'aide beaucoup à créer du contenu. Vous bénéficiez aussi d'un accès anticipé aux productions de la chaîne et à notre groupe WhatsApp exclusif, d'accord? Les messages sont passés, passons aux faits. Bon, les amis, après cette annonce donc de l'adolescent, la grand-mère qui est allée chez lui n'a rien trouvé, a décidé d'en informer la police. Les policiers ont alors lancé une enquête. Ils ont parcouru plusieurs établissements de santé d'Itaperuna, ainsi que dans les villes voisines, mais ils n'ont rien trouvé. Aucune de ces unités de santé n'avait enregistré la prise en charge d'une famille avec ces caractéristiques, n'est-ce pas? Rien de tout cela pour l'enfant à la bouche coupée. Ainsi, le 25, les policiers se sont donc rendus auprès de cette famille, de cet adolescent, pour voir ce qui se passait, faire une inspection, une enquête. La maison apparemment était en ordre, mais elle cachait des indices discrets jusqu'alors de quelque chose de très grave qui s'était passé là. Après une fouille plus minutieuse de la maison, des taches de sang ont été trouvées à des endroits précis de la résidence, comme par exemple sur le matelas de la chambre du couple. Là aussi, il y avait des signes incompatibles avec un simple accident domestique, comme cette coupure à la bouche du petit dernier avec un éclat de verre. Après cela, les policiers ont également senti une forte odeur de putréfaction sur les lieux. Des traces de sang ont également été retrouvées sur des vêtements, certains déjà partiellement brûlés, ce qui indique qu'il y aurait eu une possible tentative de dissimulation de preuves d'un crime. C'était suffisant alors pour que la police fasse appel à une expertise technique qui a commencé à travailler sur place à la recherche de réponses. Lors de cette inspection par les experts, les policiers ont trouvé une valise contenant quelques vêtements et 2 téléphones portables à l'intérieur. Les téléphones portables des parents de l'adolescent. Face à ces informations et à leur découverte, l'adolescent a choisi de dire la vérité. La révélation a été choquante. Il avait tué ses propres parents et son petit frère le samedi soir, le 21 juin. Et ce récit, il l'a d'abord fait à un oncle, puis il l'a confirmé aux autorités. Avec un sang-froid effrayant, l'adolescent a avoué avoir commis les meurtres pendant que ses parents dormaient, ainsi que son petit frère. Et la raison qu'il a invoquée à ce moment-là serait le fait que ses parents ne lui avaient pas permis de voyager pour rencontrer une fille avec qui il entretenait soi-disant une relation virtuelle. Regarde bien, selon les enquêtes, l'adolescent a rencontré cette fille-là, qui a actuellement 15 ans, par le biais d'un jeu en ligne. Cela il y a environ 6 ans. Autrement dit, ils étaient enfants lorsqu'ils auraient commencé à discuter sur Internet. À ce propos, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est un maillon dans cette chaîne tragique et criminelle. Depuis, les 2 adolescents gardaient régulièrement contact en ligne via ce jeu et d'autres applications. Et cette jeune fille, qui habite dans le Mato Grosso, aurait fait pression sur le garçon pour qu'il vienne la voir, pour qu'il aille là-bas la rencontrer. Donc,
Apparemment, d'après ce qu'il raconte, elle aurait menacé de mettre fin à leur relation s'il ne le faisait pas. L'adolescent, alors, est devenu un peu anxieux, angoissé. Il aurait beaucoup insisté auprès de ses parents pour pouvoir faire ce voyage. Mais ses parents, naturellement, ont refusé. C'est un adolescent. Mécontent de la décision de ses parents, il a alors décidé de planifier les meurtres. Selon la déposition donnée à la police, l'adolescent savait que son père gardait une arme à la maison, cachée, supposément sous le matelas. L'arme était enregistrée au nom du père, titulaire d'une autorisation de collectionneur, tireur sportif et chasseur. Collectionneur, tireur sportif et chasseur. La nuit du crime, il a attendu que la famille dorme, les parents et le petit frère. Il est allé là-bas, il a pris cette arme, avec un sang-froid effrayant, il a tiré à bout portant sur son père. D'abord, il a touché l'homme à la tête. Il a ensuite visé sa mère, ce qui n'a pas pu réagir, et a aussi touché la femme à la tête. Comme si cela ne suffisait pas, dans une tentative criminelle, troublée pratiquement, n'est-ce pas? Il sort de la chambre de ses parents et se dirige vers la chambre de son petit frère de 3 ans, et il y arrive. Il tire aussi à bout portant dans le cou de l'enfant. Quand on lui a demandé pourquoi il avait tué son petit frère, il a répondu qu'il ne voulait pas que l'enfant grandisse sans ses parents. Cela ressemble à un éclair, disons, de conscience de ce qu'il était en train de faire, n'est-ce pas? Eh bien, après les meurtres, l'adolescent a traîné les corps jusqu'à la cour de la maison. Et au fond de cette cour, il y avait une citerne. Il s'est organisé là, il a jeté les corps dans cette citerne, il a refermé le couvercle de cette structure, n'est-ce pas, cachant les cadavres pendant quelques jours. Et, pendant tout ce temps, l'adolescent est resté dans la maison, maintenant les apparences, disons, de normalité. Il était dans la maison où il venait de commettre un massacre, vivant comme si rien ne s'était passé. Il a même nettoyé des parties de la scène du crime. Encore un moment, je dirais, de prise de conscience de la merde qu'il avait faite, n'est-ce pas? S'il nettoie, c'est pour se couvrir. Vous n'êtes pas d'homme, n'êtes pas d'accord? Faire croire qu'il ne s'est rien passé, que les parents ont simplement disparu, n'est-ce pas? Il y a un point très important ici, n'est-ce pas? Dans le contexte d'un tel crime, il a utilisé là-bas des produits chimiques, ces choses qu'on a déjà vues dans plusieurs affaires criminelles, n'est-ce pas? Il a essayé de brûler les vêtements qui étaient tachés de sang. Là, il a caché des objets qui pourraient le relier à ce triple homicide. Pourquoi est-ce que je parle de ce genre d'éclair de conscience, n'est-ce pas? Le film Petit Frère ne peut pas grandir sans les parents. Je vais brûler les vêtements, je vais cacher le corps, je vais nettoyer la maison, parce qu'après, on ne peut pas dire qu'on était juste en crise et qu'on ne savait pas ce qui se passait, n'est-ce pas? Eh bien, lorsqu'il a été emmené au commissariat, l'adolescent a fait preuve de calme et d'absence de remords. Les agents ont rapporté qu'il parlait d'une manière froide, très objective. Et il a dit qu'il referait tout en décrivant chaque étape du crime avec une grande richesse de détails. Dans les déclarations que cet adolescent a faites, il a également mentionné qu'il avait préparé une valise avec des vêtements et les téléphones portables de ses parents dans l'intention de s'enfuir. Des objets à récupérer, non? Comme vu. La police enquête encore pour savoir s'il a agi seul ou non, s'il a été influencé par quelqu'un, n'est-ce pas? Si cette fille existe vraiment, si elle a un rôle dans tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas, qui avait cette relation virtuelle. Donc, il y a plusieurs points qui doivent encore être clarifiés, mais il y a l'aveu, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de maillons, n'est-ce pas, qui se referment pour former ce crime. Et pendant l'enquête, la police a également découvert que ce garçon avait aussi fait des recherches sur Internet. Voyez comment retirer le fonds de garantie pour tant de services d'un défunt. Il aurait dit que son père avait environ 33 000 réais sur un fonds de garantie. Et cela a clairement soulevé le soupçon que le criminel pouvait aussi avoir une motivation financière. En plus de vouloir aller au Mato Grosso pour rencontrer la fille avec qui il discutait en ligne. Je dirais qu'il y a une corrélation là, non? Comment allait-il voyager si ses parents ne le laissaient pas non plus? Alors il va tuer son père et sa mère pour pouvoir y aller. Mais comment va-t-il y aller, n'est-ce pas? Donc tout était prémédité. Il y a certains éléments importants à clarifier ici, n'est-ce pas? Eh bien, la police civile du Mato Grosso a donc été appelée pour localiser et interroger cette adolescente impliquée dans cette supposée relation virtuelle. Mais il n'y a encore aucune information officielle à ce sujet, d'accord? Je précise que j'enregistre cette affaire le 26 découverte le 25 juin. Des images sur les réseaux sociaux montrent une famille apparemment heureuse. Antonio Carlos Teixeira, le père, était infirmier et pratiquant de tir sportif. Quant à mère du garçon adolescent, donc de l'adolescent meurtrier, Inalia Teixeira, elle était coiffeuse et utilisait les réseaux sociaux comme passe-temps pour montrer son affection pour la famille, pour son mari, pour ses enfants. Le plus jeune fils, Antonio Filho, surnommé Toninho, n'avait que 3 ans, comme je vous l'ai dit. Et la découverte du crime, comme on pouvait s'y attendre, a provoqué une grande émotion dans toute la ville.
Les voisins, la famille et les habitants ont été choqués d'apprendre qu'une telle barbarie avait eu lieu près d'eux. L'affaire a vite été reprise par les médias nationaux, devenant un événement très médiatisé. L'adolescent a été arrêté. Il répond d'un acte infractionnel analogue à un triple homicide doublement qualifié pour avoir utilisé un moyen qui a rendu impossible la défense des victimes qui dormaient et pour un motif futile. L'usage d'une arme à feu a aussi été vu comme une circonstance aggravante. En résumé, il s'agit d'un triple homicide des plus lâches, tuer des gens dans leur sommeil. Les parents, le frère de 3 ans, c'est effrayant, le sang-froid et la maîtrise de ce jeune homme, non? Et malgré la gravité de ces crimes, la législation brésilienne stipule que les adolescents de moins de 18 ans doivent être tenus responsables conformément au statut de l'enfant et de l'adolescent. Le statut de l'enfant et de l'adolescent. Ainsi, il pourra purger jusqu'à 3 ans d'internement et en atteignant la majorité, c'est un peu comme si la dette était réglée, non? C'est qu'est-ce qui est prévu? Mais si ça va vraiment se passer ainsi, on ne le sait pas, car on connaît déjà bien le fonctionnement. Et je ne sais pas dire comment ça se passe si plus tard, un rapport atteste qu'il a un trouble, tu vois, ce qui rend impossible la vie en société, qui met la vie des autres en danger. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ce que je dis ici est entièrement basé sur ce qui a été divulgué par la police concernant le sang-froid de l'adolescent en racontant la barbarie qu'il a commise. Donc cela laisse penser qu'il y a quelque chose, n'est-ce pas, au-delà de la normalité. Bon, les autorités continuent encore, ça n'est-ce pas. Ils analysent l'historique des messages de l'adolescent, cherchant des éléments qui prouvent s'il y a eu ou non un encouragement direct de la part de cette fille ou de toute autre personne. Une évaluation psychologique détaillée de l'adolescent a également été demandée afin de comprendre son profil émotionnel et ce qui aurait pu motiver en fait une telle brutalité. Il n'a montré aucun remords jusqu'ici. Le sang-froid avec lequel il a agi, selon les enquêteurs, est l'un des éléments les plus marquants et effrayants de l'affaire. Pendant que tout cela est suivi et diffusé, les corps d'Antonio Carlos, Inalia et du petit Toninho ont été enterrés sous une vive émotion. Famille et amis ont assisté en silence à la veillée funèbre. Beaucoup d'ailleurs n'arrivaient pas à comprendre comment une telle tragédie avait pu se produire au sein de la famille. Une famille apparemment stable. Des rapports d'expertise sont en cours et l'analyse du contenu numérique des appareils des parents et de l'adolescent devrait apporter de nouveaux éléments à l'enquête. On s'attend à ce que, dans les prochains mois, le ministère public présente déjà la plainte formelle basée sur les rapports de la police civile et ordonne la poursuite de l'internement de l'adolescent meurtrier. Et j'ai décidé de vous présenter cette affaire qui est toute récente parce qu'il existe d'autres crimes horribles avec beaucoup de similarités. En mai 2024, dans l'état de Rio de Janeiro, un crime similaire s'est produit, ainsi qu'en 2024 à São Paulo. Un autre crime très similaire où des adolescents n'ont pas accepté le refus imposé par leurs parents et ont décidé de leur ôter la vie. À Rio de Janeiro, cela est arrivé à un adolescent de 16 ans, fils unique adopté. Adopté à l'âge de 6 ans par Luis Claudio Gonçalves Pinheiro, 58 ans, et Mariana Valente Abud, 56 ans. Cet adolescent a tué ses parents le 24 mai 2024 à Jacarpagua. Le crime a suivi une dispute. Le couple avait refusé aux jeunes de manquer l'école avant un cours de jiu-jitsu. L'adolescent a alors attaqué ses parents au marteau et incendié la maison, où les corps ont été retrouvés carbonisés. Il a appelé la police pour avouer le crime et a dit être sorti manger avec un ami après. Un frère a commenté, un frère qui vit déjà à une autre adresse, a confirmé que le jeune avait un profil agressif. L'adolescent a été arrêté, puis emmené au commissariat de protection de l'enfance. On dirait qu'il a simplement appuyé sur un bouton et on lui dit non, il devient assassin. À São Paulo, un autre adolescent de 16 ans a aussi tué ses parents adoptifs. Isaac Tavares dos Santos, 50 ans, ainsi que Solange Aparecida. Gomes, 50 ans. Et la sœur Laetitia, 16 ans. Cela s'est produit le 17 mai. Le crime a été motivé par une dispute survenue la veille. Lorsque les parents ont traité le jeune, soi-disant selon lui, de vaurien et ont confisqué son téléphone portable, l'empêchant d'utiliser le téléphone lors d'une présentation à l'école. L'adolescent a planifié les meurtres avec le pistolet de son père conservé à la maison. Il a dit qu'il savait déjà que son père cachait le pistolet 9 mm de la corporation où il travaillait. Il est même allé jusqu'à faire un tir d'essai dans le matelas. Vers 1h20 de l'après-midi, le père est arrivé. Il est allé chercher sa fille à l'école, la sœur de ce gars-là. Ils sont arrivés à la maison. Alors, le jeune homme a tiré sur son père, qui était de dos dans la cuisine, puis il a tiré au visage de Laetitia, sa sœur.
Vers 19 h, en rentrant du travail, la mère a découvert cette scène horrible. L'adolescent y est allé et lui a aussi tiré dessus. Après ces meurtres, il a continué sa routine, allant à la salle de sport et à la boulangerie comme si de rien n'était. Il a passé 2 nuits dans la maison avec les corps, déjeunant dans la cuisine où il a laissé des canettes de bière, des repas, des compléments alimentaires, un fer à repasser et divers objets de boulangerie. L'arme du crime, encore chargée, a été retrouvée sur place. Le crime s'est produit vendredi, mais ce n'est que dimanche soir. Il a appelé la police et a avoué, affirmant même, dans un geste presque théâtral, qu'il a frappé sa mère alors qu'elle était déjà morte, avec un couteau de cuisine parce que la colère ne passait pas. Il a déclaré qu'il ne regrettait pas ce qu'il avait fait et qu'il le referait. Cette fureur, n'est-ce pas, qui ne s'apaise pas, cette fureur qui montre que la personne est loin d'être normale, alors elle doit rester en prison, n'est-ce pas, hein? Qui garantit que cela ne va pas se reproduire? Cet adolescent placé à la Fondation Casa est poursuivi pour 3 meurtres, port d'armes à feu et avoir gardé les corps chez lui 3 jours. D'après le statut, n'est-ce pas, d'après les lois qui régissent ce type de crime commis par des adolescents, on sait déjà ce qui peut arriver, n'est-ce pas? Bien sûr, il existe la possibilité d'une interdiction après des examens, d'accord? Comme cela s'est produit avec Champigna, monstre incarné, interdit depuis 2006 après avoir commis ces crimes barbares en 2003. Et ce qui est effrayant, c'est de penser à ce manque de remords, n'est-ce pas? Ce serait là une preuve d'un certain trouble, d'une pure méchanceté, n'est-ce pas, ça semble? Peut-être un sentiment d'immaturité cérébrale, une sorte de fierté macabre, n'est-ce pas? Morbide. Mais il y a un autre cas dont j'aimerais me souvenir ici, parce qu'il diffère des cas brésiliens dans la façon dont les conséquences se produisent. Regardez, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler ou suivi l'affaire de Carly Gregg, 15 ans, une américaine. Ici, c'est déjà un point important, non? On commence déjà par le fait qu'on peut connaître le nom de l'assassin. Ici, par exemple, si quelqu'un fait 3 ans et sort, tu ignores que tu vis avec un assassin aussi froid. Je sais que la loi l'interdit. Je ne remets pas ça en question, mais c'est quand même quelque chose de, disons, discutable, non? Si tu n'es pas d'accord, ou si tu es d'accord, c'est pas grave. Je propose juste une réflexion ici, d'accord? Très bien, cette adolescente-là, Carly Gregg. Elle a été condamnée à la perpétuité sans libération conditionnelle aux États-Unis. Eh oui. Cela après qu'elle a éhonté la vie de sa mère par balle, sa mère, Ashley Smiley, âgée de 40 ans, dans le Mississippi, aux États-Unis. L'affaire a eu lieu le 19 mars dernier et a été jugée puis condamnée en septembre. Le crime a été filmé dans le style du film American Nightmare. La fille est arrivée et a simplement tiré 3 fois sur sa mère comme si c'était un jeu vidéo. La mère, 40 ans, est morte. Sa fille de 15 ans restera en prison à vie. J'aimerais d'ailleurs savoir ce que vous en pensez. Commentez ici pour moi. Certains diraient que c'est beaucoup, mais regardez bien les éléments de ce crime qui rappellent beaucoup les cas brésiliens, d'accord? En y regardant de plus près, les cas brésiliens sont encore plus cruels. Dans le premier cas que j'ai évoqué, découvert hier, le garçon a tué ses parents et son frère de 3 ans pendant leur sommeil. Dans le cas de Carly, sa mère était réveillée et présente dans la maison, faisant le ménage lorsque c'est arrivé. Après cela, Carly a appelé une amie comme si de rien n'était, prétextant une urgence. L'amie est venue chez elle et a demandé Tu avais déjà vu un cadavre? Alors, elle a appelé la fille et lui a montré sa mère, là, allongée par terre, tuée par balle. Assez bizarre, non? Et il y a plus. Carly s'est fait passer pour sa mère, elle a envoyé un message depuis son téléphone au beau-père, lui demandant à quelle heure il rentrerait à la maison. Quand le beau-père est arrivé, elle a aussi tiré sur lui, mais il s'en est sorti avec une blessure superficielle à l'épaule. Il a été blessé, il s'est battu physiquement avec elle et a réussi à la désarmer. Carly a tenté de fuir, mais la police l'a vite arrêté. C'est complètement fou, non? Et tu sais quelle a été la raison de tout ça? Sa mère a découvert qu'elle se droguait. Elle lui a fait une remarque, comme l'aurait fait n'importe quel parent. C'est-à-dire des raisons très similaires, des raisons futiles, parmi tous les cas dont j'ai parlé ici, n'est-ce pas? Ça passe pas. Aujourd'hui, lorsqu'un parent ou un responsable fait une remarque à un adolescent, il risque d'être abattu, même en dormant. Où cela s'arrêtera-t-il? Pour conclure, le premier cas évoqué a été découvert hier et l'enquête continue. Après tout, il faut encore savoir si cette fille-là, l'amie virtuelle, est impliquée ou non, si elle a été ou non le déclencheur de cette histoire tragique. Mais face à tous ces cas très similaires, cruels, froids, lâches, penses-tu que des punitions plus sévères, comme cela s'est passé avec Carly, pourraient aider à décourager cet élan meurtrier chez les adolescents qui ne supportent pas d'être contredits? Il y a beaucoup à analyser, non?
il se peut qu'il y ait un trouble et que le gars perde le contrôle. Mais dans le deuxième cas, il ne semble pas y avoir de préméditation au sens où tout aurait été calculé, Nestor de Cepep. Il s'est vexé car son père ne l'a pas laissé faire. Commentez ici pour moi. Et bien sûr, s'il y a une mise à jour importante à ce sujet, je vous en informerai. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous remercie énormément pour votre attention. Bisous du roux, à la prochaine épisode.